Nous sommes en ligne avec notre invité Meir Masri. Meir Masri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à l'université hébraïque de Jérusalem. Alors l'actualité en ce moment est très riche en Israël. On va parler évidemment de la crise politique. Mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque aussi la situation sanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur Jérusalem. On parle d'une vaccination à grande échelle contre la Covid-19. En moins de 15 jours, Israël a vacciné plus d'1 250 000 personnes, ce qui en fait d'ailleurs le pays au premier rang mondial pour le ratio de vaccination. On peut le dire, Meir Masri, c'est une campagne réussie. Qu'est-ce que ça représente? Quel est le message politique, selon vous, que cette campagne envoie au reste du monde? Alors, d'abord, je pense que c'est une campagne très réussie, puisqu'Israël est parmi les pays qui ont vacciné le plus rapidement. Alors, d'après ce qu'on dit en Israël, ce serait le premier pays. Jusqu'à présent, plus d'1 million de citoyens a été vaccinés. Cela représente plus de 13% de la population globale du pays. La vaccination a été ouverte aussi aux moins de 60 ans le soir, puisque vous savez que une fois qu'on a ouvert la fiole, elle périme. Et donc tous les restes de la journée sont utilisés le soir pour vacciner ceux de moins de 60 ans qui souhaitent se faire vacciner. Et la campagne également inclut les non-israéliens, les résidents permanents en Israël. Et par conséquent, je pense qu'effectivement, on peut dire que cette campagne qui bat son plein. Et d'ailleurs, il y a très peu de conservatisme, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. En Israël, les gens vont se faire vacciner à tous les âges et tous les secteurs de la population. Donc je pense que oui, effectivement, il y a de quoi être optimiste. Alors par ailleurs, dans l'actualité israélienne, je le disais, Meir Masri, il y a aussi les tensions politiques avec l'opposition. C'est vrai qu'ils critiquent aussi d'ailleurs le plan de gestion du gouvernement par rapport à la crise sanitaire. C'est vrai que c'est très compliqué en ce moment pour Benyamin Netanyahou, avec aussi des démissions en série au sein du Likoud, au profit notamment de Gideon Sa'ar. Les manifestations anti-Netanyahou continuent aussi dans le pays, à Jérusalem encore ce week-end. Benny Gantz, il y a quelques jours, a dit qu'on assistait à la fin du règne de Netanyahou, qu'il s'en réjouissait d'ailleurs. On a l'impression que le Premier ministre est de moins en moins populaire. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Quel est le regard, vous, que vous portez sur toute cette situation? Bon, alors les déclarations de Benny Gantz sont électorales, donc c'est tout à fait normal qu'il dit que c'est la fin du règne de Netanyahou. D'ailleurs, il l'a dit depuis 1 an et demi, depuis la première campagne électorale, puisque là, nous avançons vers la 4e, je le rappelle à vos auditeurs. Alors concrètement, tout d'abord, il faut savoir que dans notre système parlementaire israélien, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'être à la tête de la première liste électorale, mais d'être capable de former un gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir convaincre d'autres partis de se joindre à vous de façon à ce que vous ayez au moins 61 sièges sur un ensemble de 120 sièges à la Knesset. Ça veut dire que le Parlement qui est composé donc de 120 sièges et dans ce Parlement, il y a une dizaine de partis, 9, 10 listes électorales. Donc on distingue des partis politiques. Une liste peut comprendre un parti, mais aussi plusieurs partis, en fonction des alliances qui se font. Et donc il faut être capable de rallier plus de 61 sièges. Et d'après tous les sondages aujourd'hui, d'abord Netanyahou est toujours premier de la première liste, même après la scission au sein de son propre parti, la défection de l'ancien ministre Gideon Sa'ar et de 5 députés qui l'ont rejoint, donc avec lui ça fait 6. Et malgré tout cela, on voit que Netanyahou est quand même à la tête de la première liste. Et puis deuxièmement, le camp de la droite n'a jamais été aussi fort. Donc globalement, la droite dispose de plus de 60 sièges selon les sondages, tandis que le camp de centre-gauche, comme on dit, reste toujours à la traîne. Puisque si Netanyahou parvient à être en tête de la première liste, il y aura plus de possibilités de former un gouvernement que la première fois. Si M. Sa'ar, qui est donné deuxième par les sondages, également parvient à passer, si Netanyahou n'arrive pas à former un gouvernement, ce sera à Sa'ar, ce qui signifie que Netanyahou est le favori des sondages et que deuxièmement, le camp de la droite reste quand même plus fort, que ce soit avec Netanyahou ou sans lui. Alors, crise sanitaire, crise politique, c'est vrai qu'il y a eu aussi quand même de très bonnes nouvelles cette année pour Israël que Benyamin Netanyahou a mené avec Donald Trump, la normalisation avec de nombreux pays musulmans. Aujourd'hui, la presse évoque aussi la pression des États-Unis sur d'autres pays arabes et musulmans pour qu'ils rejoignent les accords Abraham. On parle de l'Indonésie, de la Mauritanie. Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Faut-il s'attendre très bientôt à un nouvel accord?
Ah oui, bien sûr, je pense que oui, et c'est ce qui distingue d'ailleurs les récents accords avec les pays arabes de ceux que nous avons eus par le passé. Ils se distinguent par 3 éléments. Le premier élément, c'est que ce sont des accords beaucoup plus sincères. On voit qu'il n'y a pas de double langage, que ce qui est dit par ces pays en langue arabe est systématiquement conforme à ce qui est dit en anglais. Il y a une véritable volonté de rapprochement avec Israël. Le deuxième élément, c'est que c'est une normalisation qui se fait au niveau de la société civile, avec des acteurs économiques, des acteurs sociaux qui sont inclus, et non pas seulement au niveau des chefs de gouvernement. Ce n'est pas une coopération qui sera axée uniquement sur les questions de sécurité et d'affaires et de diplomatie. Et puis le troisième élément, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y a une approche globale, il y a une dimension collégiale, ça veut dire qu'il y a une tendance régionale. Ces accords donc incluent un nombre important de pays, ce ne sont pas des pays isolés comme par le passé, qui sont exclus ou condamnés pour se rapprocher d'Israël, comme c'était le cas de l'Égypte en 1979 ou de la Jordanie par la suite, mais il y a une bénédiction de la Ligue arabe. Alors on pense à l'Indonésie, parce que c'est un pays effectivement qui avait durant les derniers mois fait des signes de rapprochement avec Israël. On rappelle quand même que l'Indonésie a été par le passé l'un des pays qui ont soutenu les accords d'Oslo. Le président indonésien en personne a assisté à la cérémonie de signature des accords d'Oslo sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington en 93. On parle également de la Mauritanie, qui avait déjà des relations avec Israël en 1999 et qui avait été rompues 10 ans plus tard à l'issue d'un coup d'État. Et puis, on pense également à un pays comme le Sultanat d'Oman qui avait invité en visite d'État, c'est inédit en relations internationales d'inviter un Premier ministre en visite d'État en l'absence de relations diplomatiques normales il y a 2 ans, puisque Netanyahu avait été invité à Oman et Oman ne cesse également de faire des déclarations allant dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs candidats. Et si vous me permettez de conclure avec une note d'espoir liée avec votre deuxième question, le rapprochement israélo-arabe a un impact sur l'attitude des députés arabes en Israël, puisque malgré la condamnation de la liste commune, la liste arabe unifiée en Israël, et de manière plus générale, la société arabe israélienne, la société palestinienne également, au niveau politique, mais on constate aussi que il y a un soutien qui est de plus en plus manifeste chez certains, notamment chez le député Mansour Abbas, qui ne cesse de se rapprocher du Likoud, c'est un député de la liste commune, et l'un des changements qui pourraient s'effectuer sur le plan de la configuration politique interne en Israël serait qu'une partie de la liste commune soutienne la droite et qu'un des députés de la liste commune actuelle fasse partie de la liste du Likoud pour les prochaines élections. Alors, Meir Masri, vous parlez des Arabes israéliens, mais du côté des Palestiniens, on ne s'en réjouit pas vraiment. Les Palestiniens ont rappelé plusieurs de leurs diplomates, mais la diplomatie russe, qui suit de très près le dossier, a déclaré ce week-end que ces accords pourraient être profitables aux Palestiniens. C'est vrai qu'on parle peu finalement du regard des Palestiniens dans le contexte de ces accords. Qu'en est-il exactement ? Alors oui, cela n'est pas dit publiquement, mais de plus en plus, et sous la pression de la Ligue arabe et des pays arabes, parce que ce sont quand même des pays arabes puissants qui soutiennent le rapprochement avec Israël, ce sont les pays arabes qui donnent le ton au sein de la Ligue arabe. C'est l'Arabie saoudite et les plus fortunés, les Émirats arabes unis, les pays qui en réalité ont le plus soutenu l'effort palestinien financièrement à travers les décennies. Sans parler bien entendu du Maroc, qui est aussi un pays qui joue un rôle important au sein de la Ligue arabe. Et par conséquent, les Palestiniens commencent à s'habituer à cette idée-là, et puis finalement, ils réalisent également que le fait d'avoir des relations entre Israël et ces pays, finalement, sert les intérêts des Palestiniens, puisque ce sera une source de pression supplémentaire sur Israël, à chaque fois qu'il y aura un différend entre les peuples palestiniens et israéliens, sans parler bien entendu du fait que cette relation pourra profiter économiquement à la société palestinienne, mais aussi, encore une fois, j'insiste là-dessus, la société arabe israélienne qui, de par la langue commune, la culture, etc., eh bien, aura sa place dans la coopération israélo-arabe, puisqu'encore une fois, on parle d'une coopération qui va inclure la société civile
notamment sur le plan économique, et donc il profitera beaucoup en réalité à la société arabe israélienne et puis plus globalement à la société palestinienne, donc avec en Cisjordanie. Alors, il nous reste une petite minute, Meir Masri. J'aimerais revenir quand même aussi sur ces menaces de l'Iran ce week-end. L'Iran qui a averti hier que le Liban et les terroristes de Gaza pouvaient raser Haïfa et Tel Aviv. En tout cas, si Israël lance les hostilités, les technologies terroristes semblent aujourd'hui quand même très avancées. Que peut-on craindre aujourd'hui de la République islamique d'Iran ? Il faut être prudent, mais je ne pense pas qu'il faille exagérer la menace iranienne. Le régime iranien menace depuis plusieurs années. Ce sont exactement les mêmes menaces, les mêmes formules. Mais concrètement, est-ce qu'il y a les moyens? Il est de plus en plus isolé. Les sanctions américaines sont de plus en plus sévères et surtout de plus en plus respectées par les pays de la région, y compris les pays qui sont censés être sous influence iranienne. Je rappelle quand même que l'Irak est aujourd'hui un des États du Moyen-Orient qui, bien qu'étant à majorité chiite, est souvent considéré comme étant acquis au régime iranien, et bien respecte partiellement les sanctions américaines imposées au régime iranien. Donc c'est un régime aux abois, c'est un régime isolé. Ses relations avec les Russes ne cessent de se dégrader. Sa situation en Syrie se complique de plus en plus. Et la politique d'endiguement de la présence militaire iranienne en Syrie, qui avait été adoptée par le gouvernement israélien, a donné ses fruits. Par conséquent, je pense que la menace que fait planer l'Iran sur Israël n'a jamais été aussi faible en réalité. Merci beaucoup Meir Masri d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J.